Cascodeur Podcast, épisode 322. Maven 4. Enregistré le 7 février 2025. Écoute, on va se lancer et puis ça va faire venir les gens. C'est ça, on y va. Bonjour et bienvenue dans les Cascodeurs, épisode 322. Nous sommes le 7 février. Nous avons réglé nos problèmes techniques. Et surtout les miens. Bonjour Thibaut. Et bonjour à ceux qui nous rejoignent doucement dans le live. Désolé, on n'est pas encore super fort à vous prévenir 2 jours avant, 1 jour avant, 1 heure avant. Voilà, donc on est un peu à la ramasse. Mais bon, c'est la live, hein, c'est un peu nous aussi, donc tout va bien. On apprend de nos erreurs aussi, voilà. C'est pour ça. On va s'améliorer. Pas, mais on va trouver un truc. Bon, écoute, on a un épisode assez chargé, je pense, Ouais. à la louche, là. Ouais. Donc, on va se lancer tout de suite dans les langages avec un article sur les évolutions de la JVM au niveau de l'intégrité. Je ne sais pas si tu as regardé ou si tu es au courant qu'ils essaient de pousser pour une JVM plus intègre. Alors, pas au sens moral du terme, mais au sens technique du terme. On l'a vu ces dernières années avec toutes les mises à jour des différentes versions qui sortent, avec les restrictions sur les agents, les restrictions sur le security manager, alors qui est retiré ou pas retiré, je sais plus, mais il va sauter d'ici. Ça va arriver la prochaine, là. C'est la prochaine. Gros impact, ça va secouer certains gens qui disent quoi, hein, Puis de security manager. Ça va être intéressant. C'est fini. Après, il y a plein de gens qui n'utilisent pas, mais il y a plein de librairies qui dépendent de cette API. Ouais, donc, tout à fait. Les agents, je pense que c'est le plus gros changement, de plus charger justement des agents par défaut, facilement. Il faut maintenant l'expliciter, qu'est-ce qu'on veut charger, quand, etc. Juste pour être clair, les agents, dans la ligne de commande, on peut définir un agent, et donc ça va fonctionner. Ça, oui. Après, vu que c'était toujours pénible et que aucun développeur Java dans le monde, à part l'équipe OpenJDK, n'écrit Java quelque chose. C'est ça. Il y avait une fonctionnalité très utile qui s'appelait le chargement dynamique d'agents. Et donc, une librairie, par exemple Hibernate, alors bon, c'est pas le cas en l'occurrence, mais Hibernate pouvait dire, tiens, si tu me charges, charge tel agent dynamiquement parce que ça fait partie de mes fonctionnalités. Donc ça, c'est fini ou ça va être fini. Donc pas mal de choses. Et puis on avait vu aussi toutes les restrictions, tout ce qui était unsafe. Donc là, ça avait commencé il y a déjà pas mal d'années où ils essayent de détricoter au fur et à mesure tout ce qui était unsafe. Alors ils proposent bien sûr des alternatives pour les fonctionnalités qui sont utiles. Je pense à tout ce qui était off-heap, etc. Il y a des choses où effectivement ils essayent de proposer des alternatives dessus. GNI, effectivement, je pense que c'est pas tout le monde non plus qui utilise du GNI dans ses applications Java. Donc l'interface native, le GNI. Alors, pas directement. Après, tous les gens, alors vous allez me dire, c'est plus moderne, etc. Mais tous les gens qui utilisent Wildfly ou un autre serveur d'application, il y a de grandes chances qu'il y ait quelques petits morceaux GNI, notamment, c'est assez connu que le support SSL, TLS, en général, il est délégué à un truc genre c'est OpenS, c'est ça? Non, je confonds. OpenS, un des trucs comme, je me rappelle plus. Ça doit être l'autre, ça doit être Bootsy Castle ou je sais plus quoi. Non, c'est Open quelque chose, mais je sais plus si c'est. En tout cas, voilà. Donc il y a certains qui utilisent des bindings JNA. Set accessible. Alors set accessible, pour le coup, c'est possible que vous l'utilisiez un peu plus souvent, parce que c'était un truc genre, je veux la classe, je rends tel élément, tel getter, setter, méthode accessible, et puis du coup, je peux l'appeler. Bon, ça, c'est fini, sauf si on définit des modules et qu'on définit l'autorisation explicite, je crois, un truc comme ça. Et on sent bien que de toute façon, tout ce qui est réflexion, ces dernières années, ça devient de plus en plus protégé. On l'avait vu de façon notamment avec GraalVM, qui lui ne va interdire un maximum même toute réflexion de mémoire. Alors eux, c'était pour une raison différente. Mais c'est pour une raison différente. Mais ça oblige les gens de toute façon, dans tous les cas, à faire autrement, à soit précompiler, machin, etc. Il y a beaucoup de choses qui font qu'au final, on perd un petit peu cette dynamicité de la JVM, mais qui était tellement source de soucis de sécu parce que ça fait beaucoup de risques à gérer quand c'est trop dynamique. Ouais, je suis d'accord.
Moi, du coup, j'ai mis l'article en disant ah ça va être bien, je vais enfin Hmm. comprendre leur raisonnement et en fait bon bah je trouve que c'est un peu auto-centré sur eux en termes de raisonnement, genre qui veut une JVM par intègre? Personne, allez hop. Du coup, ça justifie un peu beaucoup de choses qui vont beaucoup altérer l'écosystème Hmm. Java. Voilà, j'étais un peu déçu, c'était un peu léger au niveau de la valeur. Sachant que la JVM, elle fait beaucoup de choses au niveau de l'intégrité, de la mémoire notamment. Donc il y a Shipylef par exemple qui est un développeur OpenJDK qui expliquait que en gros quand on a des comportements un peu bizarres, des crashs de la JVM, le premier truc à faire c'est de faire tourner même test 86 sur sa machine et là on s'aperçoit ah bah dis donc ma mémoire RAM elle a des fautes. Et ben, du coup effectivement la JVM sécure et teste tellement les choses que on s'aperçoit des impacts et des crashs potentiels. Voilà. Sinon, allez, on va passer à JavaScript parce que bon, JavaScript, normal, hein, transition que tout le monde doit connaître. Et JavaScript, en fait, ils ont fait un peu la même évolution que Java. Donc, on avait Java UtilDate qui était pas top et c'est pas de chance, JavaScript a copié Java UtilDate avant que nous on arrive avec la standardisation de JodaTime, etc. Et donc ça y est, JavaScript arrive avec un standard qui s'appelle Temporal, qui est fait pour gérer justement les dates, les temps, Les durées, les, enfin les ouais, intervalles. les durées, les intervalles, ouais. Voilà, donc ça va remplacer, enfin, c'est conçu pour remplacer l'objet date, qui présente tous les défauts que Java avait, peut-être même un peu plus. Il résout les problèmes, voilà, tels que les fuseaux horaires qui n'étaient pas pris en compte. Après, c'est un objet muable, donc maintenant il ne l'est plus. Il y a les instants, les heures civiles, les durées. Voilà. Après, on peut représenter de manière différente les dates et les heures. Donc, on sépare le concept du concept de temps du concept de représentation. Voilà les calendriers. On a notre propre calendrier qui bouge de temps en temps avec des jours rajoutés, donc c'est déjà compliqué. Mais après, il y a les calendriers chinois, hébreux et voilà et plein d'autres. Il y a plein de types de calendriers différents en fonction des cultures. Et autre chose comme ça. Et puis il y a un polyfill disponible pour tester déjà Temporal, même si votre navigateur ne le supporte pas encore la dernière version d'ECMAScript qui supporte ça. Librairie, nous passons aux librairies. C'est la mal nommée, mais j'ai jamais trouvé de meilleur nom sur cette catégorie. Ouais. Alors, un article sur alors, les fondamentaux de JDBC, de JPA et d'Hibernate en l'occurrence. Donc, c'est du papa d'Hibernate, mais l'article est vraiment intéressant en termes fondamentaux. C'est qui Hmm. sait ce que c'est un JDBC fetch size et à quoi ça sert. Et puis, quelle est la valeur par défaut de votre fetch size? Donc ça dépend du driver, parce que c'est le driver qui choisit d'écrire un truc plutôt que, enfin, d'avoir une valeur plutôt qu'un autre. Et donc, jusque assez récemment, Oracle avait une fetch size de 10. Et alors, ça veut dire quoi? C'est quoi l'impact? Eh ben, c'est intéressant parce que ça peut avoir un impact assez dévastateur sur le cas d'utilisation où, en fait, c'est des N plus 1 un peu cachés. C'est-à-dire que vous avez peut-être activé les logs Hibernate pour savoir combien il fait de requêtes, mais ça ne veut pas dire qu'une requête égale un aller-retour à la base de données. Le fetch size, c'est ça. C'est que le fetch size, il dit, si la valeur c'est 10, il dit, bah, je vais aller charger 10 lignes, je vais renvoyer l'information et après, je vais continuer à aller charger 10 prochaines lignes et renvoyer l'information. Donc, je ne sais pas si c'est exactement un aller-retour, mais il y a une latence qui est fait que, ah, bah, tant qu'il n'atteint pas la limite de lecture des 10, je ne lui donne pas. Enfin, voilà, il peut y avoir des impacts comme ça. Et donc, si votre API elle retourne 12 lignes et que vous avez un fetch size de 10, eh ben vous faites 2 allers-retours en gros pour rien. Et puis si c'est 50 lignes retournées, vous imaginez bien que là on commence à avoir beaucoup plus d'allers-retours. Et en fait, l'idée à la base, c'était que ah ouais, mais si on charge trop d'informations, bah, ça va faire péter la mémoire parce que nos clients n'ont pas beaucoup de mémoire. On peut dire que cet univers-là est un peu résolu aujourd'hui et les clients ont tendance à avoir beaucoup de RAM. Du coup, là, ce que recommande Gavin en reprenant par principe fondamentaux les choses, c'est bon, ben là, il faudrait plutôt se dire, on met un fetch size en ordre de magnitude 100, voire 1000, Hmm. 1000, 2000, chose comme ça, parce que de toute façon, ça consomme un peu plus de RAM côté client, mais ça vous évite des allers-retours et du coup, la latence va gagner Hmm. au niveau de votre application.
Voilà. Donc, un article très intéressant à lire pour se rappeler les fondamentaux et d'oublier ça. Après, il se trouve que Oracle a maintenant un comportement un peu plus dynamique. J'ai plus le détail, mais c'est écrit dans le blog qui dit ce qui. Donc, ça sera moins pire que la valeur par défaut. Mais après, si vous savez que vous pouvez forcer la valeur et l'avoir plus simple. Voilà. Et ensuite, un petit article autour de Quarkus qui annonce les serveurs modèle contexte protocol. On en a parlé. Et donc là, c'est le comment ils appellent ça, le server project, MCP servers, voilà, qui permet de lister en fait tous les serveurs écrits en Java qui sont du coup compatibles avec le protocole d'Anthropic Model Context Protocol pour dire bah oui, nous aussi, il y a plein de fonctionnalités intéressantes. Et notamment Max en a écrit un pour JDBC, c'est-à-dire que pourvu que votre base de données elle ait un driver JDBC, vous allez pouvoir interagir avec la base naturellement. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser le MCP serveur MySQL ou Postgres ou etc. C'est le MCP serveur JDBC et puis hop, c'est parti. Et donc, il y a donc l'introspecteur de base de données JDBC déjà, un truc qui permet de lire le système de fichiers, un truc qui permet de dessiner en JavaFX, donc écris-moi, dessine-moi des choses. C'est redémarrable facilement avec JBang. Voilà. Et donc, on peut tester avec Cloud Desktop. Il y a un autre truc, un projet qui s'appelle Goose, qui vient de nos amis de Block, les gens de Square, qui est un client open source qui est l'équivalent d'un Cloud Desktop, mais au niveau CLI, mais qui est compatible avec le modèle Server Context Protocol. Voilà, il y a la MCP CLI aussi. Voilà, donc je vous laisse aller là-dessus. Une autre chose intéressante, c'est que Spring aussi s'est attaché au wagon MCP. Donc il y a Spring qui a sorti sa version 0.6 de leur support de modèle Context Protocol. Tout le monde est à la fête, voilà. C'est le sujet du moment, hein. On va pas se le Ouais, mais cacher. c'est intéressant de. Voilà, c'est vraiment. On commence à atteindre des niveaux de. On reparlera après de DeepSeek mais on a déjà parlé des logiques de raisonnement. Ouais. Et là, je sais que je ne sais pas en fait. On est un peu dans un mode beaucoup de flou. C'est assez fascinant, fascinant de voir. Allez, infrastructure. On va parler de Apache et de Apache Flink spécifiquement. Un bel article. Enfin, la deuxième partie d'un article. Du coup, vous pouvez aller lire les deux parties pour mieux comprendre. Il y a un article sur comment déployer Apache Flink sur Kubernetes. Pour ceux qui connaissent les déploiements Apache Flink, c'est pas forcément simplissime. Du coup, voilà, là il y a un opérateur, je crois que c'est un opérateur, ou je sais plus, c'est Helm ou donc qui vous permet de faire ça. Et du coup, l'article détaille bien le setup, le déploiement, jusque la haute disponibilité. Voilà, donc c'est très complet comme article. Donc je vous encourage, si vous voulez, à aller lire ceci. Allez, on va passer à data et à l'intelligence artificielle. On va pas vous cacher, il y a beaucoup d'intelligence artificielle. Un premier article sur 10 techniques de prompt engineering. On en avait déjà parlé plein de fois. Enfin, Guillaume avait fait il en avait parlé, je sais plus, il y a 3-4 épisodes. Il a passé pas mal de temps à expliquer les différents types de prompting, justement. Et donc là, dans cet article, ils reviennent un peu sur tous les différents types de prompting, entre du zéro shot où on va juste demander une question à une IA sans lui fournir de contexte, etc. Puis il est censé nous répondre. Donc le few shot, donc on va essayer petit à petit de lui poser des questions, le faire avancer dans sa démarche et donc essayer de Non, focuser c'est pas sur. ça. C'est Attends, plutôt que quand tu construis ton prompt, oui, tu définis, tu dis voilà des toc toc exemples de toc, ce que je veux faire et oui, fais-le sur mon jeu de données. sur mon Voilà. jeu de données. Few shot, c'est je te donne des exemples pour te Ouais. cadrer un peu. Système prompting, Ouais. donc là on donne dans le système prompting le contexte général de ce que l'on veut faire. Donc généralement le contexte avec les potentiellement des exemples, etc. Role prompting, moi je fais pas mal au boulot notamment, mais c'est effectivement on explique qu'on est tel type de rôle et donc on va lui demander justement en tant que, alors je sais pas, enseignant, journaliste ou étudiant. Moi je sais que quand je demande des trucs à ChatGPT par exemple, m'aider des fois à aider mes enfants à faire des exercices de maths ou de choses comme ça. Des fois, je demande un petit peu aux IA et je leur dis, bah voilà, en se mettant dans la place d'un élève de
tel niveau, parce qu'effectivement, Ouais. s'il répond une réponse qui est complètement en dehors des clous, ça va pas aider. Donc Quelqu'un qui effectivement, a une thèse en mathématiques. Ouais. oui, c'est ça, voilà. Voici la thèse avancée. Tu sais, il y a Cédric nous Cédric qui dit, pose une question intéressante. Ouais, voilà. Il dit, mais pourquoi ça s'appelle prompt engineering et pas prompt tinkering, qui est en gros du hacking de choses. Très bonne question, surtout que c'est un peu de l'art, ouais, du dark art, comme on dit, enfin un peu de la magie très artisanale ça, et pas du tout industrialisée et donc ce qu'on pourrait appeler de l'ingénierie. ouais, Donc, ouais, mais bon, d'accord. ça la pète mieux, prompt engineering. Contextual prompting, donc là effectivement on Ouais. lui envoie un max d'infos pour lui passer, enfin lui poser une question ensuite. Donc voilà, je te donne le contexte, les exemples, les machins, etc. Et donc on va espérer qu'il va tout nous donner, suite à ces informations-là. Le step back, oui pardon, c'est pour ça que j'avais confondu. Le step back, donc effectivement c'est on va lui poser une question relativement générale et on va ensuite itérer en fonction de ses réponses pour préciser ce que l'on veut. Donc on va être de plus en plus précis sur notre demande au fur et à mesure. Le chain of thought, donc là on en vient justement à ce qui est quand même beaucoup plus moderne, c'est plus récent quand même tout ça. Mais on va demander à l'IA de nous montrer comment elle arrive, quel est son raisonnement pour arriver au résultat qu'on lui demande. Donc on lui pose une question, mais on lui demande de nous expliquer comment elle y arrive, qu'elle ne sorte pas la réponse juste 42. Et effectivement, et donc par exemple, expliquer à ses enfants comment faire l'exercice de maths, on va lui dire voilà, d'expliquer comment elle fait étape par étape et quelles sont les différentes démarches qu'elle suit. Sachant que, donc avant c'était fait dans le prompt et que là, depuis, depuis longtemps maintenant, depuis 3 semaines, hein, non je Depuis rigole, 3 depuis semaines. quelques temps, notamment avec O1, Ouais, DeepSeek parle, il y a c'est des ça. modèles LLM C'est ça. qui s'appellent Think, Voilà. notamment celui de Gemini, c'est Gemini Think ou un truc comme ça, là, Ouais. je crois que Guillaume en parlait. Ouais. C'est c'est intégré de base dans le truc et donc il a un mode où il va Mm. explicitement, enfin c'est peut-être dans le système ou dans le métasystème prompt Mm. où il va justement faire la chaîne de raisonnement et voir vous l'afficher un sous-ensemble de ça pour vous montrer comment il réfléchit, comment il essaye des choses et qui revient. Bah, c'est le self-consistency, là je triche un peu Ouais. sur le pattern d'après, mais C'est ça. du coup il y a des choses qui sont maintenant embarquées par défaut sur certains des modèles. Ouais. Tu le disais, self-consistency, c'est le fait de lui demander plusieurs fois la même chose, la même question, pour s'assurer que bah, justement il nous répond toujours la même chose et non pas que c'est un petit peu random et que bah, peut-être que finalement il hallucine. Ça arrive encore régulièrement. Guillaume en a eu l'expérience sur un article qu'on a demandé à lire à l'IA et que ça lui a sorti tout et n'importe quoi. Donc voilà. Après, il y a dans le The Chain Ouais. of Thoughts, on voit aussi des langages qui disent, enfin, on a vu des exemples de pensée, de mode de pensée du genre, OK, vérifions ma réponse. Donc, ils font un peu comme en maths où ils disent, OK, Mm. si je reviens en arrière, est-ce que ça match ou ça matche pas? Donc, il y a aussi, je pense, que c'est un peu là pour le coup, la internal self-consistency qui arrive Mm. par la chaîne de raisonnement, Le les tree arbres of de thoughts. pensée. Ouais, l'arbre de pensée. Donc là, on essaye de lui faire explorer plusieurs chemins pour le raisonnement en même temps. Donc, on essaye de le faire réfléchir sur plusieurs directions pour qu'effectivement, il aille analyser différents axes de réponse. Et le React, je ne m'en rappelle plus celui-là. Celui-là, il interagit Attends. avec l'environnement, c'est-à-dire qu'il va Ah oui. raisonner, il va dire je veux faire une action, donc c'est typiquement rattaché à des tools pour faire quelque chose. Oui. Quelque chose va impacter l'environnement et en fait, Mm. on va redonner l'impact, enfin, donner la valeur de retour, enfin, Ouais. quel est l'environnement pour que le LLM se dise ah bah non, mais c'est pas ce que je voulais et du coup raisonner. Donc par exemple, la dernière fois, on parlait des tests des pull requests Python qui étaient implémenté par le LLM tout seul, moyennant Mm. beaucoup de dollars. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils utilisent l'outil qui exécute Python, il revient avec le résultat et comme ça, il sait si le résultat est un succès, le résultat est une erreur ou si ça compile pas. Voilà. Donc c'est ça React, enfin ma compréhension. Et Voilà. voilà. Ah oui, et Euh, du coup, l'article est un résumé ouais. une grosse URL Ouais. Prompt kaggle.com/whitepaper-engineering engineering. Ouais. qui est très utile C'est un livre blanc. là-dessus. Mm. Ouais, Mm. ok. La suite, c'est les patterns GenAI de ThoughtWork. Alors, pour le coup,
si malgré tout ce qu'on vous a rabâché là depuis 3 mois dans les cascodeurs, 3 mois et plus dans les cascodeurs, vous avez un peu ignoré tout ça, c'est vraiment les débuts des réflexions autour des patterns GenAI, et donc c'est le retour d'expérience de ThoughtWorks dans les équipes dans lesquelles ils implémentaient de l'IA générative. Qui va du prompt direct dont on a parlé là, du coup utiliser un évaluateur, le LLM, pour vérifier que les résultats sont bons, ou vérifier que la sécurité n'est pas volée. Est-ce que l'évaluation elle est humaine ou un autre LLM? Est-ce que c'est le même LLM ou un LLM tiers? Ils décrivent aussi les embeddings, donc ça c'est un point un peu intéressant, c'est qu'on a tendance à un peu conflater ces concepts-là. Donc le LLM, effectivement, il va prendre votre prompt et il va utiliser un embedding pour le transformer en vecteur. Et après, dans les niveaux cachés de neurones, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et puis en sortant, il va aller réinterpréter les vecteurs en texte, par exemple. Mais les images, c'est pareil. Et puis, la façon dont vous allez interpréter, elle est intéressante, et vous pouvez faire un certain nombre de choses avec les embeddings avant, à travers le RAG, c'est-à-dire par exemple, trouver les choses les plus intéressantes, enfin, les documents qui correspondent le mieux à la question, injecter ça dans le prompt pour avoir un résultat plus pertinent, puisqu'on donne de l'information fraîche et contextuelle au LLM pour qu'il raisonne. Allez, on va parler du gros truc du moment. On est un peu après la vague là, mais je sais pas si vous avez vu. Il y a alors, elle est pas nouvelle cette boîte, mais une boîte chinoise qui s'appelle DeepSeek, ou DeepSeek AI, je sais plus, qui a réalisé des modèles depuis un certain temps. Je crois que les labos des autres IA suivaient un peu ce qu'ils faisaient parce qu'il y avait des choses intéressantes. Ils ont un peu fait révolutionner la baraque, parce que ils sont arrivés en disant voilà, on a un modèle, on a fait telles optimisations, et en fait ça nous a coûté que 6 millions pour le calculer, ce LLM, alors que les autres ils dépensent des milliards et des milliards. Donc ça a fait un grand coup. Tout le monde s'est dit oh là là, ça y est, la Chine bat les États-Unis pour beaucoup moins cher, le monde est foutu. Du coup la bourse a dévissé, notamment Nvidia a pris un peu cher. Nvidia, ouais. Enfin, tous ceux qui sont liés à l'IA ont pris pas mal cher, en disant mais vous dépensez des milliards, alors qu'en fait les gens avec des millions ils font la même chose. Ça. Et donc moi j'ai trouvé 2 articles intéressants là-dessus. Il y en a un que j'ai pas fait le lien, mais de Semi Analytics, je crois, qui est une mailing list sur tout ce qui est intelligence artificielle, etc., qui était intéressant en contre-analyse. En tout cas, l'article, ce qu'il dit, c'est voilà pourquoi je pense que la fin de la domination Nvidia est intéressant, mais en fait, il parle aussi de l'impact sur OpenAI. Donc, c'est Nvidia qui a aujourd'hui des marges à 90%, donc c'est pas mal, hein, ça vous laisse faire 2-3 choses quand même. Ils disent, voilà, le challenge, il va venir de plusieurs endroits. C'est les plus gros GPU, c'est les GPU les plus puissants aujourd'hui sur le marché, donc ils ont cet avantage, genre, si tu veux le plus puissant, tu vas sur Nvidia, point. Et puis il y a autre chose, c'est que au fur et à mesure, vu que c'était les outils les plus puissants, les plus intéressants, tout le monde s'est mis à coder sur leur SDK qui s'appelle CUDA, CUDA, qui est proprio, et Nvidia ne va pas laisser un mapping entre CUDA et puis le GPU de AMD, par exemple. Du coup, là, on se dit, bon, lock-in magique, Nvidia, c'est pour ça qu'ils ont une valuation de psychopathe. Mais en fait, il y a eu des approches au niveau hardware qui ont été alternatives à Nvidia. Alors, il y a les fameux TPU, je ne sais plus quelle boîte faisait ça, mais qui a repensé un peu les choses. Je me rappelle plus trop les détails. L'autre, c'est une autre boîte qui a créé en gros, au lieu de faire un GPU comme ça, ils ont fait un GPU de la taille de la galette de silicone. Ils ont mis plein de cœurs là-dedans, et puis il y en a plein qui marchent pas parce que c'est fait à grossier, mais globalement il y en a vachement plus, et du coup ça a atteint des niveaux de puissance absolue plus fortes. Et donc elles sont plus efficientes au final, ces approches-là. Donc à voir si au niveau hardware Nvidia pourrait se faire challenger. Parce qu'aujourd'hui, AMD ou Intel, voilà, ils ont des GPU qui sont peut-être à 2 générations derrière. C'est pas que c'est mal, mais entre ça plus CUDA, voilà, c'était ça qui faisait la difficulté.
Et après, Google, Microsoft et d'autres ont dit non, on va faire comme aujourd'hui, ils font aussi leur propre châssis, leur propre bécane et qu'ils ont commencé à toucher à leur propre CPU, ben, ils passent aussi à leur propre GPU. D'ailleurs, Google, ça fait pas mal de générations qu'ils ont leur TensorFlow Processing Unit. Vient CUDA. Et en fait, CUDA, vu que Apple s'y est mis, Google s'y est mis, OpenAI s'y est mis, ils sont bien vus qu'il y avait un problème pour eux s'ils restaient sur CUDA, donc ils se mettent à inventer, enfin, à mettre l'argent derrière ou à contribuer et à inventer des langages intermédiaires alternatifs à CUDA. Et la clé, c'est de dire, bah, TensorFlow va pouvoir compiler dans ces langages alternatifs et pas que CUDA. Et voilà. Et donc, il faut aller injecter le mapping entre toutes les librairies populaires de machine learning ou de LLM, de générateurs de LLM vers ces trucs-là. Et donc, ça arrive, donc ça avance. Et donc, l'autre grosse baffe qui est arrivée, qui a fait vraiment bouger la bourse, c'est DeepSeek. Donc, c'est un compétiteur avec des... Alors, bon, ils ont évidemment choisi les benchmarks qu'ils ont publiés, mais c'est comparatif sur les benchmarks qu'ils ont publiés à GPT-4o, voire O1. Sauf qu'ils annoncent qu'ils ont utilisé 5 millions de dollars pour la capacité de raisonnement, sachant que je ne sais même pas combien on pourrait dire que OpenAI dépense. Les gens parlaient de centaines de millions, d'autres, de toute façon, ils dépensent X milliards, en gros, globalement, par an. Et en fait, donc déjà, on va parler un peu de ce chiffre-là parce que c'est intéressant, mais au-delà de ça, en fait, ils sont open source, complètement, y compris les poids, etc. Alors le LLM, il a été filtré du genre, on parle pas de la place Tiananmen, etc. parce que ça reste la Chine. Et par contre, au niveau technique, il y a plein d'approches intéressantes et les gens pensent que la pression, en fait, je sais pas si vous vous rappelez, mais les États-Unis ont appliqué des interdits d'exportation de GPU puissants vers la Chine. Donc, toutes les puces récentes de NVIDIA, en fait, ont été limitées. Même NVIDIA a créé des puces spécifiques pour la Chine qui restent en dessous des limites d'exportation. Et du coup, ça les a obligés à optimiser et à penser un peu différemment les choses. Et donc déjà, au lieu de dire on va calculer sur 32 bits tous les poids et à la fin faire la fameuse quantisation dont on a parlé il y a quelques épisodes, qui est de remettre du flou en fait dans les poids et essayer de pas trop perdre. Là, en fait, il calcule sur 8 bits. Et donc, quand on calcule sur 8 bits, il y a un truc intéressant, c'est que ça commande beaucoup moins de RAM de GPU. Et la RAM de GPU, c'est le nerf de la guerre, parce qu'il faut passer les infos de l'une à l'autre. Donc, si on en consomme moins, eh ben, on peut faire plus d'opérations en parallèle. En gros, c'est un peu comme s'ils quantisaient, mais au fil de l'eau. Et ce qu'ils se sont aperçus, et au moment de l'entraînement. Et ce qu'ils se sont aperçus, c'est que globalement, ça marche, en fait. Même si on a des pertes d'infos. Ah oui, ils ont aussi fait du reinforcement learning un peu innovant, même si des gens ont dit, ouais, ils ont quand même un peu piqué OpenAI en demandant au modèle OpenAI des questions pour aider à former leur propre modèle. Et puis des mixture of experts, qui est cette notion de, on a des réseaux de neurones qui sont experts dans des zones données, et en fait, en fonction de la question, on va aller taper une partie du réseau de neurones plutôt qu'une autre. Là où c'est intéressant ce qu'ils ont fait, je suis pas sûr que ça soit innovant parce que il me semble bien de l'avoir lu avant, mais ce qui est intéressant, je crois que c'est Grok d'ailleurs qui faisait ça. Mais il y a un truc intéressant, c'est que ils ont 600 milliards de paramètres, mais ils en ont que, je crois, un truc comme 37 actifs à un instant donné. En fait, ils rentrent, ils processent la requête et en fonction du type de requête, vont aller faire des demandes, aller demander à un autre sous-ensemble du réseau de neurones de faire son analyse. Du coup, si c'est des questions de maths, ça va être la partie réseau de neurones mathématiques. Si c'est physique, etc. Et l'idée, c'est d'isoler un peu ces morceaux-là. Et du coup, ils en ont que 37 d'activité à chaque fois, ce qui fait qu'au niveau de l'inférence, c'est beaucoup moins cher. C'est-à-dire que ça peut tourner sur votre machine ou pas, mais en tout cas à des coûts extrêmement moindres pour la personne qui sert ce modèle. Et donc ça change un peu tout. Donc on parle de à peu près 50 fois moins cher que OpenAI en termes de rendu et d'exécution. Et donc, beaucoup moins besoin de CPU, beaucoup moins besoin de VRAM. Et c'est ça qui a fait un peu secouer NVIDIA, OpenAI, etc. OpenAI parce qu'ils sont challengés par des gens qui ont beaucoup moins d'argent. Et NVIDIA parce que s'il n'y a plus besoin de gros GPU, on peut commencer à utiliser AMD et d'autres moins forts. Après, le papier, il dit plein de choses. Il y a plein de choses qu'il dit pas, en fait. Donc, il parle effectivement de 6 millions pour faire l'inférence du modèle.
Ils parlent pas des coûts de recherche, ils parlent pas des dizaines d'essais qu'ils ont dû faire. J'ai lu quelque part, alors je sais pas si c'est vrai, justement c'est dans Semi Analytics, que Claude Sonnet par exemple a coûté 10 millions en inférence. Donc on parle pas non plus d'une différence massive. Du coup c'est ça qui était intéressant, j'ai pas réussi à converger tout ça parce qu'il y a la furie des philosophes qui vont expliquer que DeepSeek change la donne, mais après au niveau concret, c'est encore un peu beaucoup de flou, même si, alors il y a une semaine, mais Hugging Faces essayait de reproduire les résultats de DeepSeek indépendamment. Donc ça, l'open source permet de faire ça. Donc ça reste super intéressant et un bon challenge là-dessus, même si on commence à voir les faiblesses du modèle DeepSeek, notamment, je crois qu'il s'est pas mal fait trouer en termes de jailbreaking et de choses comme ça. Mais bon, c'est le début. C'est pas leur V1 de modèle, mais on sait qu'ils peuvent continuer à améliorer autour de ça. Voilà, je vais aller prendre une pause. Je vais te laisser 10 minutes et je reviens. Tu peux boire un coup. Non, mais c'est super intéressant. Et moi, ce qui m'a étonné aussi, c'est la vitesse de diffusion. Parce que, bon, effectivement, c'était un secret moyennement de polichinelle dans le sens où, quand il a été annoncé, donc effectivement, c'est il y a, je sais pas, 2 semaines maintenant, 3 semaines, je me rappelle plus. Le lendemain, quasiment, si ce n'est pas pire, il était intégré DeepSeek dans les plus grosses plateformes. Microsoft et ses copilotes ont fourni, je crois, à J+1, si ce n'est pas J tout court, les intégrations DeepSeek, et les autres étaient pareils. Donc effectivement, c'était une révolution relativement quand même attendue par ceux qui sont dans le domaine en question. Mais ouais, je pense que ça continuera de faire changer la donne. On va continuer. De toute façon, aujourd'hui, on voit bien que moi, ça me fait penser exactement au move qu'il y a eu quand on est passé sur AWS avec, on a remplacé les grosses machines, les gros serveurs par se dire finalement on va mettre plein de petites, etc. Tout ça, ça reste à être fait aujourd'hui en IA. Aujourd'hui, effectivement, on est encore sur cette logique très très verticale des grosses machines, des gros serveurs pour exécuter ça. Un jour viendra, alors effectivement, c'est peut-être pas demain, ça prendra plus de temps, mais où on arrivera à beaucoup plus paralyser ça sur des machines beaucoup plus petites, ça coûtera beaucoup moins cher et donc on en viendra sur du consommable beaucoup plus accessible. Et ouais, je rebondis sur la remarque de Didier. Effectivement, je connaissais pas. J'ai regardé en parallèle pendant que tu parlais d'OpenCL. Donc c'est quand tu parlais, Manu, de CUDA qui est proprio et donc tu as une API propriétaire pour faire du NVIDIA. Et donc bon, bah, après, une fois que t'es locked in, bah, tu l'as dans l'os. Et OpenCL, c'est une alternative. Alors effectivement, là, je suis pas expert. Mais Qui OpenCL, permet c'est vieux, alors je sais pas si c'est ça ouais. qui est vraiment pris. Je sais Mais que Apple, par exemple, ils ont un autre truc en un nom, genre pas THX, mais un truc comme ça, MXC ou un truc comme ça, Ouais. qui est une truc Mais alternative à ça, mais qui est les compatible avec les abstractions. abstractions TensorFlow, je crois. C'est ça. Mais de toute façon, il va y en avoir de plus en plus. Enfin, on les voit aujourd'hui au niveau des langages, même des intégrations clientes des LLM. Bien sûr que sur la création des modèles, etc., il y aura aussi de plus en plus d'abstractions pour essayer bah, ouais, de pouvoir cibler plusieurs environnements plus facilement et éviter le lock-in, puisque c'est finalement ça qui coûte cher, autant pour ceux qui bossent au-dessus et qui créent les trucs. Bah, Et c'est ce qui 90% de rapporte. marge, alors faut C'est toujours de la ça. marge, mais si on passe à 30, on voit il y a moyen de se partager le gâteau, quoi. Ouais, Voilà. c'est ça. Donc, voilà. Allez, et puis, bon, après, les gens parlaient parce que les gens se disaient, ah, Nvidia tombe, mais après, les gens parlaient je me rappelle jamais ce nom-là, mais le principe du rebond, en fait. C'est-à-dire, moins c'est cher et plus il y a d'opportunités d'usage. Donc, en général, on voit qu'il y a un usage encore plus grand dedans. Donc, raison pour lesquelles on pourrait croire que de toute façon, ça va juste généraliser à adopter les choses plutôt que réduire la marge, enfin, le nombre le volume, pardon, de Nvidia. Ah, tiens, on va parler de PAIA. Apache Iceberg, un article de Ipon d'ailleurs. Apache Iceberg, c'est issu des limites en fait du data lake où on mettait, c'était la poubelle des données en fait. On mettait toutes les données dedans et puis il n'y avait pas de schéma, tout était libre et bon et au final l'exploitabilité était compliquée puis c'était très cher avec des retours sur investissement de genre ça sera toujours utile plus tard et en fait bon l'extraction des données s'est prouvé assez un peu difficile. Et il y a les data warehouse qui étaient pour le coup limités en diversité de données et surtout en volume. Et donc il y a cette notion de lake house, lake comme un lac. Et donc Apache Iceberg, c'est le truc open source connu de ça qui est sorti de Netflix
et qui permet de gérer les schémas, mais de manière flexible. Du coup, il y a de l'évolution possible des schémas. Il y a des notions de copy and write versus merge and read qui permettent d'optimiser soit l'écriture, soit la lecture sur les modèles. Donc, ça ouvre un certain nombre de possibilités par table, entre guillemets. Ça garantit l'acide. Atomicité, cohérence, isolation et durabilité. J'ai pas lu le détail, donc en fait, quand les gens disent acide, il y a souvent acide entre guillemets ou acide pour de vrai. Donc à voir ce qu'ils appellent acide. Mais il y a la notion de pouvoir revenir en arrière, donc de voyage dans le temps sur ces données, voire de rollback au sens transactionnel du terme. Il y a la notion de pouvoir être plus flexible sur la notion de sharding au lieu d'être du sharding explicite et qui du coup est visible dans l'appli cliente. Il peut y avoir du sharding un peu implicite avec des partitions cachées qui abstraient cette notion de sharding. Donc on peut évoluer la scalabilité du modèle avec le temps. Et puis ce qui est intéressant, voilà, c'est compatible avec. En fait, ils ont décorrélé la notion de stockage et de schéma de la notion d'exécution de moteur. Et donc, on peut utiliser Flink, on peut utiliser Spark, on peut utiliser Trino, une approche SQL de ça. Et donc, c'est intéressant cette décorrélation du moteur. Enfin, du coup, ça rend l'univers assez compliqué à comprendre, mais c'est assez fascinant tout ce découpage qu'ils font des moteurs et des choses comme ça dans l'univers de la donnée aujourd'hui. Et puis l'article explique le détail d'architecture où ils ont les fichiers eux-mêmes, des métadonnées, etc. Donc je vous encourage à aller lire cet article qui est assez intéressant dessus. Et puis Guillaume s'amuse encore avec les LLM. Ça y est, on Il revient. fait que ça. Je sais pas s'il travaille de temps en temps entre. Il a la chance que ça soit son métier, ça, monsieur. Ah, c'est son métier de s'amuser. Enfin, franchement, son métier de s'amuser. j'ai raté ma vie, moi. C'est ça. Ouais, donc effectivement, c'est un article, enfin même une série d'articles, il y en a plusieurs, je crois, qu'il a écrit là en janvier-février, sur comment il a utilisé, donc une fois de plus, l'IA, puisque c'est son dada, pour créer des histoires courtes de science-fiction. Donc il a utilisé bien sûr Gemini puisque c'est Google et Guillaume, Imagen, il a utilisé du Java, du Langchain4j, il a tout fait tourner sur du Google Cloud, et donc il explique un peu toutes les démarches qu'il a suivies. Donc le code bien sûr est disponible, l'application elle tourne en ligne si vous voulez la tester et rigoler avec. Et il montre un peu donc justement les différentes approches qu'il a pris pour créer l'intégration avec les IA, entre déléguer à des agents autonomes d'IA ou gérer des workflows plus précisément dans le code applicatif de son app, et les limitations surtout de chacune, avec voilà, quand les agents d'IA autonomes opèrent, ils peuvent vite se mélanger les pinceaux et ne pas se concentrer sur ce qu'ils font, donc ils vont générer des choses incohérentes. Mais à l'inverse, si on contrôle beaucoup plus du côté applicatif, ça devient plus compliqué de gérer la disponibilité puis l'accès aux différentes voilà. Il explique bien la bibliothèque. un article. Bon, une fois de plus, je vais pas lire l'article complet, mais pas mal d'explications sur le comment il a fait, les différentes approches, les avantages et inconvénients, et après ça se transpose assez bien sur d'autres moteurs que Gemini et d'autres runtime. Voilà, il y a rien de spécifique au final, si ce n'est lui son implémentation qui est faite dans son écosystème qui est le sien, mais la plupart des choses c'est reprenable si vous faites n'importe quel autre stack de LLM. Voilà. Tiens, juste, je posais une question à nos amis qui nous écoutent en direct. Pour le boulot, je leur posais ceci comme question. Bon, et vous, est-ce que vous utilisez des IA génératives et quels sont vos usages et vos ressentis? Et donc, Bruce dit, pour le boulot, moi, je le fais pas mal sur la génération de code simple, un peu de Python, de Glue, et pas pour faire de l'injection de bytecode ou de performance. Voilà. Et Didier qui dit, c'est pas mal pour apprendre un langage, en fait. Et ouais, c'est vrai que ça, et puis les langages dans lesquels on a toujours un petit langage natif qu'on a, et puis d'autres langages, on code, parce qu'on code dans 3, 4, 5 types de langages. Et donc, moi, je trouve ça extrêmement utile pour cette situation-là. Voilà. Et bon, il y a des boîtes qui payent, et du coup, ils peuvent essayer et explorer. Donc, ça, c'est de la
l'investissement pour le futur. Et puis il y a d'autres boîtes qui payent pas ou qui décident que c'est trop dangereux. Allez, on va passer à l'outillage. Et L'outillage. Maven. On va parler beaucoup de Maven, les amis. Oh là, attention. Le pro... ouais. Je crois que j'ai vu Cédric dans le coin. Bon, ça y est, tu peux faire une pause, Cédric. On va parler de Maven. Ex super committeur de Gradle. Donc, outillage. Oui, donc 2 articles qui sont. Alors, le premier n'était pas de moi, le deuxième, oui, c'est de ma faute. Le premier, c'était pas de moi, mais c'est un article sur le blog de GitHub sur un ingénieur de la sécurité de chez GitHub qui s'est dit tiens, si j'allais regarder un peu comment ça fonctionne les systèmes de proxy et de Maven Repository. Donc il explique dans un article. Alors effectivement, j'étais un peu, je reste sur ma faim pour être honnête sur cet article-là. Il va faire le tour un petit peu des différents serveurs de repository reconnus. Alors il a pris JFrog avec Artifactory, il a pris Sonatype avec Nexus et il en a pris un petit nouveau que je connaissais même pas du tout. Enfin un nouveau. Peut-être pas, c'est pas nouveau en fait, qui est open source et que j'ai déjà oublié le nom, Reposy Lite, qui est donc une solution open source, full open source, c'est un projet open source. Et donc il a été chercher un petit peu sur ces plateformes-là, de savoir quelles sont les vulnérabilités ou les risques qu'on prend en le déployant. Parce qu'effectivement, quand on déploie un repo manager dans une entreprise, il y a plusieurs usages. Il y a le fait de pouvoir stocker ses propres artefacts, ça c'est généralement un des besoins premiers. Mais le deuxième, ça va être de faire proxy vers l'extérieur. Et généralement, une parmi les autres qui est donnée, c'est améliorer la sécurité parce qu'on essaye de filtrer, de récupérer en amont tout ce qui vient de l'extérieur. Donc pour la supply chain attack, c'est mieux parce que voilà, on sait ce qui passe à travers un tuyau unique qui est le proxy, et bien sûr d'autres choses puisque on peut analyser ce qui est dans ce tuyau, on peut bien sûr réduire les coûts parce qu'on va éviter d'aller taper sur Maven central et ça s'applique sur les autres technos. Il finit un peu sur sa conclusion, je crois là-dessus où on parle là de Maven et des Maven proxy parce que c'est le plus connu. N'importe quel type de technologie qui a besoin de récupérer des trucs des librairies extérieures, c'est-à-dire tout langage en général en 2025, est exposé au même problème et vous avez les mêmes besoins. Donc dans son analyse, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde un petit peu sur ces outils-là, quelles sont les failles existantes ou celles qu'il a d'ailleurs lui-même repérées, qu'il a reportées. Il en remonte plusieurs. Il y en a déjà plusieurs types qui viennent souvent de la UI parce qu'effectivement ces proxys ne servent pas que l'outil lui-même lors de ses requêtes pour télécharger les binaires, mais proposent des UI pour pouvoir naviguer dans les artefacts, potentiellement même les ouvrir. Vous avez la possibilité, vous êtes dans votre jar, vous naviguez dans le jar de, je sais pas, vous prenez Quarkus, vous cherchez le jar telle version, et puis vous allez pouvoir naviguer dedans, les sources par exemple de jar. Donc déjà, un certain nombre de failles qui sont souvent à ce niveau-là, parce que vous pouvez très bien imaginer le jar de Quarkus est remplacé par un contenu JavaScript, vous ouvrez ça dans votre navigateur et vous vous trouvez avec des belles XSS, etc. Donc généralement, ils parlent de CVE qui ont tout été corrigés, donc c'est toujours la même chose. C'est des problèmes qui ont été vus, reconnus, fixés. Il peut y en avoir d'autres, donc c'est vraiment de l'awareness par rapport au fait que vous mettez ça en place pour la sécurité, mais faites attention que ça soit pas non plus un vecteur d'insécurité. Donc ce genre de faille. Est-ce qu'il parle des proxys qu'on installe chez soi, c'est-à-dire chez soi? D'accord, oui. C'est vraiment c'est pas genre Maven central, c'est le proxy chez soi, voilà, et le fait qu'il soit chez nous avant, qui peut créer des. C'est ça, entre ta machine, et effectivement, il explique au début, on part du principe que on considère, nous développeurs, que sur des outils Maven ou autres, que en local, on laisse, une fois qu'on télécharge les dépendances, on laisse le build tout faire, et c'est un peu le problème, c'est qu'effectivement, une fois que ton truc il est arrivé sur ta machine, ton build va faire ce qu'il veut avec, et donc potentiellement exécuter des choses sur ta machine. Et donc là-dessus, il faut qu'on puisse, donc on revient sur la partie proxy, la partie UI qui pose des soucis sur cette navigation, sur la partie aussi quand on ouvre les archives, tous les risques. Alors je me rappelle plus comment on dit en anglais, mais en gros la navigation, les transversal pass. Issue, c'est ça, quand on peut naviguer en dehors du chemin, et donc ça c'était des trucs très très connus dans Traversal, on traverse le chemin et on monte au-delà du route virtuelle, et du coup. Donc là, des trucs très classiques, vous pointez sur une archive jar, vous mettez dedans des liens symboliques ou vous-même dans la UI, parce que certains protègent pas leurs URL pass, vous remontez dans les chemins du serveur et vous pouvez faire des choses que vous devriez pas pouvoir faire.
Voilà, c'est déjà arrivé, ça a été fixé aussi, mais ça arrive. Donc voilà, beaucoup de choses à ce niveau-là, sur la UI et sur comment on peut détourner la UI. Alors certains sont plus ou moins simples à exploiter. Bien sûr, il y a cette histoire de sécurité. Tout le monde, en général, on va pas vous conseiller de mettre ça en accès libre sur Internet, sans droit, etc. Bien sûr, mais ça peut justement être des choses qui vont... ouais, c'est ça, le directory traversal, merci. Donc les artefacts aussi qui peuvent être corrompus ou qui peuvent être modifiés, parce que ces systèmes-là, généralement, au-delà de Maven, son modèle de repository est très simple. C'est une arborescence, des fichiers à la fin, avec entre les deux les groupes ID, des métadonnées, fichiers de métadonnées qui se baladent pour expliquer, pour lister les sous-enfants, etc. Mais comme ces services-là, souvent, ils vont offrir des fonctionnalités avancées pour pouvoir avoir, via des URL, via des paramètres plutôt d'URL, des systèmes de recherche, des systèmes de filtrage, etc., etc. Pareil, il y a un certain nombre de failles qui sont liées à ces choses-là. Et dès qu'on rentre dans ces systèmes-là, c'est surtout après des risques sur aussi tout ce qui va être l'URL encoding, parce qu'on fait du filtre, on fait du proxy, mais si on contrôle pas proprement l'encoding, des choses qui vont être mal encodées, qui vont être mal gérées, vont pouvoir servir de vecteur d'attaque aussi sur qu'est-ce qu'on récupère et c'est pas ce qu'on veut. Qu'est-ce que j'oublie Ouais, non, voilà. Donc en gros, les recommandations. En fait, on peut pas faire grand-chose en tant qu'individu consommateur, à part patcher, quoi. Non, il faut, enfin, une fois de plus, je pense que pour moi, la conclusion que j'en tire de l'article, c'est surtout un système comme celui-là, comme pour les autres, il faut le maintenir, il faut veiller dessus, vérifier qu'effectivement, qu'est-ce qui se passe dedans. C'est pas suffisant de se dire, je vais mettre un repo manager et un proxy pour se dire, hop, c'est bon, j'ai plus de problème de supply chain. Non, il faut aussi des scans sur les artefacts, dans la CI, dans les containers, dans ce que vous voulez. Mais il faut donc une multiple solutions pour pouvoir sécuriser vos supply chain et surtout comprendre comment tout ceci fonctionne, parce que c'est vrai que c'est là où c'est compliqué. Il en a pas du tout parlé, mais moi je sais que j'ai eu des problèmes, alors non pas de sécurité, mais ne serait-ce que comment vous configurez votre proxy, comment vous ordonnez les data sources qui sont derrière, puisque Maven est assez débile. Je sais pas si Gradle, je pense qu'il l'est beaucoup moins, Cédric peut peut-être confirmer, mais Maven est assez débile, on lui donne une dépendance, il a 5 repositories de référencés dans son modèle, il va aller chercher la dépendance dans les 5 repositories. Quand vous avez un repository d'entreprise, vous avez plus ou moins les mêmes logiques en fonction des configurations. Vous pouvez avoir les mêmes bovee patterns où vous pouvez vous mettre à aller chercher dehors des artefacts qui devraient rester chez vous, etc. Et des fois, donc, des effets de bord. Moi, j'ai déjà eu des choses avec une certaine société Red Hat qui renvoyait des artefacts qui n'étaient pas du tout ceux que je m'attendais à voir parce que je l'avais mal configuré. J'allais pointer chez eux au lieu de chez Central. Plein de choses comme ça qui sont juste des erreurs des fois humaines de configuration et tout ça. Ce système-là, c'est un système complexe qui a un point important dans la supply chain. Il faut y faire attention et voilà. Mais il ne propose pas de solution, si ce n'est que mettez à jour et surveillez tout ce. Ok, tiens, juste il y a Kevin qui parlait d'un autre usage de l'intelligence artificielle, c'est pour faire des recherches web. Donc il y a effectivement un outil que j'ai pas testé moi, mais qui s'appelle Perplexity, qui est payant de mémoire, mais qui est fait pour faire un front sur Google ou peut-être d'autres moteurs de recherche, mais du coup avec une interface en mode intelligence artificielle. Et du coup, Perplexity, non d'ailleurs on peut utiliser des modèles différents, y compris DeepSeek notamment, pour le raisonnement sur qu'on veut faire sur les recherches qu'on fait. Donc ça mixe un peu les choses et ça va enlever un certain nombre d'argent à Google avec les ad search. Mais bon, voilà. Les pauvres. Allez, c'était ton petit break parce que là, on va parler de Maven 4. Pouf. Alors, je sais pas pourquoi. Oui, oulala, encore, Maven 4, il est toujours pas sorti. Ouais, tiens, juste pour info, il nous reste 25 minutes à peu près. Remarque, j'ai pas de... Donc, faut que je fasse 23 sur Maven 4, c'est ça? Tu peux faire 10-12, mais après c'est long sur un sujet. Donc, 10-12, mais ça va pas, je vais faire 5 minutes. Donc, tu crois? Attends, tu sais combien de temps t'as fait là juste sur les vulnérabilités? Je sais pas trop. À mon avis, t'as fait pas mal. Ah mince, bon, alors, je vais essayer de synthétiser. Allez, go.
Allez, Maven 4, bon, effectivement, on en reparle un petit peu partout de Maven 4. Il y a des gens qui font des presses dessus. Je ne suis pas de ceux-là. Mais là, les releases candidates sortent depuis quelques trimestres. C'est la RC2. Il y a des présentations et Ouais. surtout l'article que j'avais mis qui est Sachant plutôt qu'ils bien. testent maintenant tous les projets Apache, ils les font tourner avec Maven 4 pour voir les Ouais, problèmes justement. Donc ils c'est commencent ça. à dogfooder à échelle large, pas juste un projet ou C'est ça. juste des trucs de test. Ça sort, voilà, on est vraiment en phase release candidate, donc on essaye de Mm. fixer et de stabiliser la version. Donc ce qu'il faut voir, c'est que Maven 4, effectivement, Maven ça a plus de 20 ans, vous le savez bien. Le passage de 2 à 3, c'était bien passé, mais c'est vrai qu'il n'y a jamais eu derrière du 2 à 3, ça n'a pas été une grosse rupture, malgré quelques API qui ont changé, quelques plugins qui ont souffert dans le passage. Mais derrière, le Maven 3 a eu peu de ménage de fait par rapport aux compatibilités. Donc Mm. Maven 4, c'est deux choses, c'est beaucoup de fonctionnalités qui sont retravaillées et repensées, j'en vais en parler vite fait après, et surtout en interne, beaucoup de réécriture de code, de simplification, de ménage sur la code base elle-même, et surtout le retrait de compatibilité, il y a encore plein de choses, plein de codes qui est compatible Maven 2. Bon, au bout de 15 ans, ça suffit, on va retirer Maven 2 de la liste des compatibilités, et voilà. Les gros changements de Maven 4, alors bien sûr au niveau du POM, il y a pas mal de changements pour essayer. Enfin, il y a deux choses qui vont être principales. Premièrement, c'est la notion de build et de consumer POM. Donc, l'idée, c'est que quand on a fait Maven 3, enfin Maven 2 d'ailleurs, on est parti sur un fichier unique pour décrire à la fois les dépendances et toutes les informations de build, comment je configure, je build mon projet, etc. Sur le papier, c'était plus simple à gérer. Dans la réalité, c'est un peu bête puisqu'effectivement, pour gérer le projet, c'est utile. Mais ceux qui vont avoir une dépendance aujourd'hui sur votre projet, ils vont récupérer toute votre partie build qui leur sert à rien. Donc, il va y avoir un effort de fait pour séparer les deux. Pour l'instant, c'est un effort qui est transparent, donc on pourra toujours avoir son fameux son POM version 4.1 qui générera le consumer POM en version 4.0 pour la compatibilité. Donc on aura ce qui est publié dans Maven Central pour pouvoir gérer les dépendances. C'est un subset du POM que l'on a pour son projet. Sur le POM lui-même, donc il y a tout un tas, je vais pas lister du tout les nouveaux tags, les nouvelles options, les machins, mais il y a pas mal de choses qui changent, des renommages tout simples de modules vers subproject, parce qu'en fait on va donner, il y a quelque chose qui historiquement dans Maven est plutôt mal foutu, on va dire, c'est cette notion de réacteur, parent, sous-module. Les gens s'y perdent même quand ils comprennent, ils arrivent à s'y perdre de savoir qu'est-ce que c'est que le réacteur, qu'est-ce que c'est que le parent, est-ce qu'il y a un lien entre les deux, etc., etc. Donc il y a eu beaucoup d'efforts de fait pour justement, il y a bien une notion de projet, de sous-projet, une notion beaucoup plus forte pour définir c'est quoi les routes du projet. Donc où est-ce qu'on doit trouver le fameux .mvm folder, par exemple, qu'on peut mettre maintenant des settings particuliers, donc on peut s'arrêter dans l'arbre à différents niveaux. Donc essayer de rendre ça beaucoup plus explicite et moins magique que dans le passé, où effectivement Maven essayait de faire son mieux pour comprendre le réacteur, ses modules, les héritages, et puis essayer de réconcilier tout ça pour faire ce qu'il peut. Quelque chose qui est Tiens, très d'ailleurs, aussi... en parlant de non magique, parce que là on va parler d'inférence du coup de magie, mais Ouais, dans les autres choses de non magie, Guillaume, du coup j'ai eu la chance de voir la présentation qu'il a fait, ouais, euh, et il disait la plupart des problèmes que je vois de compatibilité, donc soit c'est, on hmm, en parlera après, mais des dépendances trop vieilles pour le support parce que les API ont ouais, évolué. L'autre, c'est que c'était des choses qui sont mal configurées dans le POM. Et par exemple, vous pointez vers un route qui n'existe pas, ou c'est ça, Maven 3 essayez quand même bon an mal an de faire des choses, et Maven 4 c'est va vous ça. dire, bah non, tu pointes vers quelque chose d'incorrect. Il est d'ailleurs beaucoup plus verbeux à ce niveau-là. Il va vous dire vraiment quand il trouve des trucs louches, soit il bloque carrément, soit il vous dit stop, je veux que tu me fasses quelque chose de propre. Quelque chose qui a été donc effectivement conçu ou mis en œuvre après les arrivées de Maven 2 et Maven 3, c'est tout ce qui concerne les BOM. Aujourd'hui, tous les projets ils ont des BOM. Et ça, par exemple, on va réussir à les
avoir un type précis et donc des comportements particuliers. Les BOM, en gros, ça va être les dependency management des projets qu'on va partager pour que je sais pas, enfin, Quarkus, je pense qu'il en a un, je me rappelle plus, ça fait longtemps que je n'ai pas codé avec, mais Ouais. chaque Comment projet a le ça, sien. comment ça? Je suis désolé. Et donc tous les projets pour éviter de redupliquer les versions de qu'est-ce qu'ils livrent, etc. Ils vont fournir un BOM pour déclarer ça, avec pas mal d'améliorations sur ce nouveau type BOM, la gestion des classifiers qui marchait pas ou mal du tout, Ouais. la gestion des exclusions, parce que vous pouvez dire tiens je fournis ça, mais je vais exclure des dépenses transitives parce que j'ai des trucs un petit peu, enfin je m'en fous, je n'utilise pas. Donc voilà, pas mal de choses à ce niveau-là. J'ai juste Sur un le autre BOM, truc pour les gens qui démarrent. Donc on va pas dire que ouais. c'est aussi minimaliste que Gradle, mais il y Ah a non, jamais. dans le Maven 4, il y a des inférences, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on Mm. décrivait avant dans Maven 3, notamment on pointait vers le route Ouais, pointait vers les enfants, c'est ça, les versions étaient dupliquées, c'est on ça, disait qu'on travaillait sur le modèle version c'est 4.0.0, même ça, s'il était écrit dans le c'est ça. XML namespace. Donc il y a plein de choses qui ont été simplifiées, ce qui fait que c'est Ouais. plus petit, et il y a des choses plus simples. Par contre, si vous avez besoin d'explicitement lister qu'un sous-ensemble des sous-projets, vous pouvez quand Ouais. même utiliser les supports existants Les à anciens, la enfin, Maven les 3. détails, mettre les détails. Dès que vous sortez du chemin standard, on va dire, vous allez pouvoir faire ça. Non, non, ouais, donc les notions de route, les notions de les profils, il va y avoir pas mal d'améliorations sur la gestion des profils qui étaient assez limitées jusqu'à présent, avec donc Ouais. des notions de conditions plus complexes qu'on peut avoir aujourd'hui. Les conditions, c'est un fichier existe, je sais plus, des properties sont activées, des choses comme ça. Il y aura des choses beaucoup plus complexes là, sur la partie activation des profils. Et qu'est-ce que j'oublie parce que je lis mes notes en parallèle. Et des nouvelles justement variables dans cette idée d'offrir beaucoup plus de configurations sur c'est quoi le root directory du projet ou d'un module, etc., etc. Et donc avec avoir une normalisation beaucoup plus propre. Aujourd'hui, on aura des nouvelles variables avec les project root directory, les sessions top directory, les sessions root directory. Donc pour pouvoir spécifier et gérer différemment en fonction de où est mon pass d'exécution versus le projet lui-même et ses sous-modules. Je sais pas si on va pouvoir. Bon, pour ceux qui sont en Ils sont audio, vous méchants. pourrez pas, mais Arnaud rigole parce qu'on lui met la pression sur le temps. Donc, Bruce dit, j'espère C'est ça. qu'Emmanuel a démarré un chrono. Et puis là, je regarde vaguement, je dis, 7 minutes. Mais je dis ça, je dis Ils, rien. ils sont trop méchants. Ils sont trop méchants. Ouais, Donc les sous-projets, j'en ai déjà parlé. Versionning automatique des parents, tu l'as mentionné. Beaucoup d'améliorations, enfin ou la finalisation des versions de ce qui avait été fait en Maven 3 pour gérer un peu les versions dynamiques, puisque justement donc déjà donc beaucoup moins de copy-call comme tu l'as dit. La version on va pas le remettre dans tout l'arbre. Il y a besoin de mm, l'avoir qu'une seule mm. fois et de pouvoir le gérer dynamiquement, que ça soit je sais pas le Gitcha ou que ça soit passé par la CI lors de la release, etc. Donc pour simplifier toutes ces parties-là et pas avoir des trucs très complexes qui demandent à retaguer, remachiner, rechanger les pommes dans 50 endroits parce que je veux juste changer la version. Ouais. Pas mal d'améliorations aussi sur le réacteur entre des bugs et des nouvelles options comme la partie résume quand j'ai un multimodule, enfin ou un multiprojet désormais, que ça se plante au milieu, par défaut pour le relancer, d'ailleurs on l'écrit à la fin du build, pour relancer le build où vous faites telle commande avec tel PL machin, etc. Maintenant il y aura une option résume et il saura que tu avais planté là, tu vas continuer là où tu en étais si tu as fixé par exemple ton problème compile ou autre. Qu'est-ce que j'oublie? Toc toc toc. Les timestamps qui vont être beaucoup plus cohérents. C'était pas le cas avant les différents projets et sous-projets parce Ouais, parce que qu'avant les ils étaient sous-projets s'exécutaient à des temps différents, mais là, du coup, il y a un timestamp qui est propagé, qui est j'imagine. global et qui est machiné, qui est hérité de tout le monde. Donc reproductibilité du build et toute la logique derrière. Je vais terminer avec ça va demander Java 17. Donc ça c'est le gros changement Ouais, parce que on était en Java 8, 9, non 8 de mémoire. Ça, je dis pas de bêtises, hein. Java 8 ouais, passe en 17 en prérequis, donc pour exécuter le cœur de Maven, c'est le cœur de Maven. Après, vous pouvez toujours utiliser la toolchain, les Maven toolchain pour utiliser d'autres versions de Java et de JDK inférieures si besoin.
Beaucoup donc ouais, de mise à jour sur les plugins, les machins, mais ça c'est transparent pour vous. Le Super Pomme qui va être remis à jour sur beaucoup de choses. Les versions des Juste si vous plugins avez en force. des extensions Maven 2, bon, il y a des chances que Ouais. ça pète. Si vous avez des Maven 2 extensions c'est Maven mort. 3, normalement, Voilà. ça Maven passe. 2 c'est mort. S'il y a des choses qui tournent, qui sont encore basées sur Maven 2, c'est mort. Les vieux plugins qui vraiment tourneraient encore sur les API Maven 2, c'est mort, c'est incompatible. Maven 3, c'est le minimum. Et quand on fera Maven 5, bon, alors là on parle de dans un certain temps, lui pareil, on retirera la compatibilité avec Maven 3. Enfin, on retire à chaque Mm. fois, on garde qu'une version majeure de compatibilité. Le nouveau paramètre aussi, le fail on severity. Donc vous pouvez aussi Ouais. configurer quand est-ce que vous faites un fail, et vous pouvez très bien décider par exemple dans la CI de bah tiens, je veux fail dès que j'ai un warning et non pas que j'ai une erreur. Donc il y a des choses comme ça. Et pas mal d'améliorations toujours autour du Maven Shell et du Maven Daemon. Donc justement beaucoup de choses pour éviter de perdre des secondes à démarrer, ou des secondes, des millisecondes à démarrer la JVM à chaque fois, soit avec le Maven Chain, soit le Maven Daemon. Je crois que j'ai fait le tour en gros, mais voilà, attendez-vous à pas mal de changements. C'est disponible en RC. En gros, par défaut, ça doit fonctionner avec vos projets Maven 3. Si les plugins, si vous dépendez pas de plugins ou d'extensions qui sont un peu bizarres vieilles, si vous avez des problèmes, dites-le nous. On essaye de faire avancer le schmilblick et de faire fixer tout ça. Mais on peut espérer effectivement avoir une release. J'aimerais bien qu'elle arrive pour Devox France, mais bon, j'ai essayé de voir. Mais c'est compliqué. Mais en tout cas, c'est en cours et ça n'a jamais été aussi près. Mais oui, c'est vrai que ça avance toujours difficilement, ces choses-là, hein. Quand on fait du vrai open source avec des gens qui bossent que les nuits et les week-ends dessus, c'est toujours un peu plus compliqué à gérer que, voilà, Ouais. quand c'est backé par des entreprises. Et écoute, merci. Tu vas pouvoir faire ta petite pause. C'est vrai qu'on Bruce disait, vous auriez limite pu faire un dédié. Et en fait, on s'était posé la question juste au début, en fait. Mais Ouais. bon, une Après, il autre faut faire, fois, on y on va le faire avec pensera. d'autres personnes. Ouais. Inviter d'autres, Après, des il y a vrais committeurs. dans le réacteur, du coup, de par la clarification des cycles de vie, il y a de moyens de paralléliser les choses, voilà, qui n'étaient pas vraiment possibles parce qu'il y avait trop de leaks avant entre les étapes. Voilà. Allez, on va passer à l'architecture. C'est un petit article simple, hein, mais sur les feature flags de Unleash, enfin sur Unleash, qui est une implémentation, en gros un serveur qui vous, plus des SDK qui vous aide à externaliser la configuration de vos feature flags et du coup d'aller interroger ce serveur dans votre application pour savoir si vous activez ou désactivez une certaine fonctionnalité. Alors l'article explique un peu, c'est utile quand on fait du A/B testing, quand tu fais du blue-green, c'est-à-dire tu déploies une version et après une autre. Donc A/B testing, c'est pour les fonctionnalités. Blue-green, je crois que il y en a un qui est le nouveau déploiement et puis c'est l'autre qui est le nouveau, puis après on swap. Et après il y a le canary testing qui est aussi où on déploie une nouvelle version mais sur 5% des machines et on voit si les gens sont pas contents ou si les machines ne sont pas contentes en l'occurrence. Voilà, donc je vais pas aller dans le détail, mais Unleash, du coup, moi je pense que ça marche plutôt pour le A/B testing, mais après eux ils expliquent qu'on peut faire tout, mais je suis un peu plus sceptique là-dessus parce que ça dépend du routage. Mais ça permet de faire tourner. Donc l'article explique comment on utilise ça, comment du coup on peut tester en prod entre guillemets, et puis comment on peut déployer. C'est assez simple. Là, vous avez même une image Docker pour déployer votre Unleash et explorer un peu les choses. Et ça permet d'avoir graphiquement de gérer quelles features vous activez et désactivez plutôt que d'avoir à gérer ça ailleurs. Et il y a évidemment une librairie en Java pour aller interroger ce backend. Voilà, allez, on va passer à la sécurité pour Keycloak 26.1. C'est Katia qui nous a mis ça, donc avec détection des nœuds. Ah oui, en fait, Keycloak est clusterisé, donc gestion multi-nœuds. Ils utilisent JGroup pour l'interaction entre les nœuds et du coup ils utilisent le protocole réseau pour se découvrir les uns les autres. C'est toujours un peu compliqué notamment dans les déploiements Kubernetes. Donc là il y a une solution qui est de mettre les nœuds, enfin la liste officielle des nœuds dans la base de données et JGroup va découvrir et rafraîchir cette version de la base de données, donc ce qui stabilise un certain nombre de choses, donc ça c'est plutôt pas mal. Ils vont activer les threads virtuels pour justement l'utilisation JGroup et un Finispan qui est leur
enfin un de leurs back-end pour scaler. Open Telemetry Tracing qui est supporté maintenant. Voilà, et plein d'autres fonctionnalités. Donc moi, j'avoue que c'est un peu au-delà de mes compétences, mais sur la sécurité, donc des fonctionnalités de sécurité spécifiques rajoutées dans la nouvelle version. Donc si vous êtes un peu dans cet univers-là, je vous encourage à aller. Allez, on va passer à la loi, société et organisation. Ouais, c'était un truc, tiens, je vais partager le lien d'ailleurs, c'était plutôt pas mal. C'est BDXIO qui nous ont expliqué en gros où sont les dépenses, où sont les revenus. Et donc, hop, voilà. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'ils ont. En fait, votre billet, il ne rapporte que 44% de l'argent qui est nécessaire. Alors, c'est une association, je pense, très probablement. Donc, ils font pas de gains. Ils essaient de pas faire de pertes. Donc, 44% de ce que vous payez, va suffire à faire que la conf, elle existe. Donc, il y a des subventions régionales parfois qui peuvent arriver et le sponsoring à 52%. Ce qui était intéressant, c'est que ces chiffres, en fait, d'autres confs ont dit, c'est assez similaire à ce que nous, on expérience. Et après, ils disent, voilà, dans le coût du billet, il y a le lieu 46%, le traiteur et le café 35%. Donc là, on est déjà à 80 et quelques, 80%, ça? Ouais, c'est ça. 80% juste entre le café et pouvoir vous asseoir dans un lieu où il pleut pas. Ouais. Après, captation vidéo, sécurité, photo et vidéo, tout ça, c'est 4-3%. Et l'appli. Et leurs dépenses en général, parce qu'en fait, ils font porter sur l'argent du billet un certain nombre de choses, et leurs dépenses générales, notamment via les sponsors, supportent un peu plus. Mais globalement, le lieu, c'est 38%, le traiteur et le café, c'est 29%, le standiste, c'est-à-dire les personnes qui vont gérer vos manteaux. Bon, après, je croyais qu'il faisait beau à Bordeaux, donc je sais pas, mais bon, bref, c'est 12%. Ils font pas que les manteaux, ils font aussi le montage, je pense, des stands. Attention, Bien le sûr, standiste, okay. Je sais pas chez eux. C'est pas le. Ok, je me suis trompé dans le. Ouais. Méfie-toi. Ouais. Là, on parle des gens qui vont vous monter les murs et les machines. Ouais, c'est ça. La structure, etc. Ouais. C'est ça. Les frais des speakers, c'est 5%. Alors, ça veut pas dire que le montant du budget est énorme. Ça veut juste dire qu'il y a très peu de speakers, je pense, qu'ils arrivent à défrayer. Et le modèle, il marche comme ça. C'est-à-dire que si un speaker dit je viens pas, si je suis pas défrayé, les gens vont se poser, enfin, les organisateurs vont se dire est-ce que ça vaut vraiment le coup pour cette personne de l'amener? Voilà. Et d'autres choses, captation vidéo, application, sécurité incendie, tout ça, c'est 2%. Voilà, donc je trouvais ça intéressant, ça donne une petite perspective pour nous qui sommes consommateurs de conférences, ça permet de voir les choses. Ouais. Voilà. Alors, je vais vous demander d'aller sur youtube.com/lescascodeurs et d'aller souscrire. Ça va nous aider en termes de popularité et un certain nombre d'autres choses, donc d'aller souscrire, de regarder les vidéos en boucle, de demander à votre grand-mère de... Non, c'était cool. Mais bon, voilà, de pas hésiter à partager ce nouveau modèle, notamment à des gens qui connaîtraient pas forcément les cascodeurs et qui ont pas cet historique audio seulement et qui sont plus intéressés par des approches vidéo. Donc aujourd'hui, on fait les choses, des modèles un peu longs par rapport, enfin, on fait pas des shorts, on va dire, même si je publie certains shorts là de 30 secondes, 1 minute qui sont des sous-ensembles de ce qu'on raconte. Mais souscrivez, ça nous aidera. Puis parlez-en évidemment autour de vous et faites-les souscrire et ainsi de suite. Et puis avec la pyramide de Madoff, hop, on sera très, très populaire très vite. Faites des feedbacks parce que voilà, on essaye, on fait ce qu'on peut pour s'améliorer. Et donc on tente. Mais bon, on avait demandé la dernière fois, c'était positif. J'ai pas eu de. Donc n'hésitez pas à nous dire. L'autre chose, c'est si vous pouvez aller sur patreon.com/lescascodeurs pour subventionner. Donc j'ai fait un petit truc, je suis passé de Gandhi à OVH au niveau des noms de domaine. Je sais pas si vous savez, mais Gandhi, ils ont été rachetés et ils ont fait fois. Je sais même pas. C'est ridicule. Enfin, c'est ridicule. Du coup, c'est pas très difficile, mais c'est toujours un peu long parce qu'il faut. J'avais des zones de DNS un peu compliquées, donc les interfaces, c'est pas jamais vraiment copier-coller, faut regarder, voilà, on a toujours un peu peur, genre est-ce que j'ai tout pété ou pas, voilà, mais du coup, si les cascodeurs marchent encore, c'est que j'ai réussi ma migration, donc là, ça nous coûtera moins cher que ce qui était planifié.
T'as pas cassé les mails, t'as réussi à ce qu'il J'ai même fonctionne. réussi à pas casser les mails. Ouais, j'ai mis un forwarder plutôt que le truc qui marchait pas bien, qui était mon propre serveur à moi avant. Parce C'est que les super mails, pénible c'est à vraiment gérer. compliqué. Ouais. Ouais, c'est chiant. Voilà, donc n'hésitez pas, Ouais. patreon.com/lescascodeurs pour nous aider. Et puis, on a Julien de Mm. Provins qui nous demande quelque chose. Il dit, voilà, j'aime beaucoup le mode continuous testing de Quarkus Mm. et je me demandais s'il existait une alternative en dehors de Quarkus ou à défaut des ressources sur comment ça fonctionne. Ouais. Voilà, j'aimerais beaucoup avoir un outil agnostique utilisable sur les projets non Quarkus sur lesquels j'interviens parce que c'est un flow hyper pratique, quitte à y mettre un peu d'huile de coude Mm. ou de phalange pour le coup. Et juste pour ceux qui ne savent pas, le continuous testing, c'est un mode où on active. Donc on a déployé Quarkus en mode dev, on active le mode continuous testing. Donc les tests passent, on Mm. code, et quand on code et qu'on fait des changements, en fait, les tests qui sont influencés par le changement de code vont retourner pour vérifier si ça pète pas. Et du coup, Mm. la boucle de réaction est extrêmement rapide. Voilà. Est-ce que tu as une réponse pour Bah, Julien? en fait, moi je le fais dans IntelliJ parce qu'effectivement, donc je fais pas de Quarkus, il faut pas le dire, mais je fais plus de Quarkus en ce moment. Ouais, dans IntelliJ. Après, ils le Mmh. fournissent le support dans IntelliJ directement. Alors après, je sais que ça marche avec. Bon, moi je suis sur Fire, JUnit, Maven, donc, mais je pense que ça marche avec les pas mal de systèmes de test, j'imagine, j'espère. Après, en dehors, effectivement, moi je me rappelle de ce projet Infinitest. Je sais pas trop s'il est encore, j'avoue que je n'ai pas regardé s'il sert encore, mais qui permettait de faire ça aussi. Ouais, mais comme je viens proposer un peu d'huile de coude, tu Ouais, pourrais redémarrer si les Finitest est un peu mort, ça, parce que ouais, ça faisait fondamentalement ça. ouais, Juste pour t'expliquer comment ça marche en dessous, c'est que en fait, à la première exécution des tests, on fait du bytecode announcement pour savoir ouais. quelles classes sont touchées. Ensuite, on construit un arbre inversé de Dépendance telle classe est exécutée en gros à partir par de tel coverage. test et tel test. Et du coup, à chaque fois que tu touches une classe, on a cette liste-là et on peut dire, ah bah, en fait, il y a ces trois tests ou ces C'est ça. trois méthodes de test à réexécuter. Mm. Voilà. Et ce que disait Clément, parce que je lui posais la question, c'est attention s'il y a des passes un peu non déterministes dans votre code, eh Mm. ben, la première passe va faire les données. Donc, il peut y avoir des petites erreurs dans certains cas assez spécifiques où il y a des ifs qui dépendent de la phase lunaire ou des Ouais. choses comme ça. Bah, de Vous savez pas. toute façon, les fichiers. Enfin, il y a plein de trucs où ça peut. Enfin, très vite, quand tu es sur du code-code, où effectivement le coverage te permet de comprendre qui dépend de quoi ça va. Mais quand tu commences à toucher, genre aux fichiers, enfin, genre tu as des fichiers de conf ou des ressources diverses et variées que tu charges, c'est déjà moins simple en général de les. Je pense que pour le coup, quand Ça on dépend lesquels. touche les ressources, on doit redémarrer Quarkus et du coup on redémarre les Ouais, je sais tests. pas comment vous C'est faites, probable, mais c'est une bonne généralement, c'est ce question. que. J'ai pas regardé. Donc voilà, si vous avez du random qui dit si random, je vais dans tel morceau du code, bon bah vous n'avez pas testé. Mais globalement, ça marche dans plein de cas et de Ouais, toute façon, de temps en temps, vous allez faire tourner avant les de vrais tests pousser. complets, Donc tout va bien. tout au fait. Voilà, merci. Écoutez, il y a toujours plein de conférences en France et ailleurs. Il y en a plein. Beaucoup en France. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site d'Aurélie Vache qui s'appelle Ah, github.com/Scrally, S-T-R-A-L-Y. Non, elle a un site web, non? il y a un site web, c'est developers.events. Voilà, Developers.events developers.events. Tiens, on en va vous y anglais. emmener, on va vous montrer comme Voilà, ça, vous saurez. developers.events. Attends, hop, Ils ont fait une GitHub, jolie UI check. au-dessus du repo Git qu'elle avait mis avec des markdowns et maintenant il y a une jolie UI qui permet de naviguer, de regarder tout ça. Alors, attends, developers, je sais jamais comment c'est Là, écrit. il sait plus. Voilà. Voilà. Vous avez NUA, vous Et pouvez là, regarder les CFP c'est ouverts, ça, mais pas que. Oh, non, alors ça c'est cliqué. Alors ça c'est pour, vous pouvez vous abonner dans vos c'est ça. calendriers. Ouais, Donc ça c'est pas mal. Et sinon, ouais. alors moi par exemple cette vue-là, je préfère cette vue-là puisque je peux voir un peu Ouais, les plus, enfin statuts, etc. les noms des choses. Voilà, moi je trouve ça plus utile. Mais et puis après vous avez même la carte. Donc vous pouvez vous dire ok C'est moi ça. C'est ça. j'habite dans le parc naturel de la Brenne et du coup bah Il le y en a truc le pas. plus près c'est d'aller à Poitiers. C'est ça. Voilà. Voilà, donc merci à Aurélie de faire tout ça. Et sinon, effectivement, on en met une copie dans les notes, enfin Ouais. dans lescascodeurs.com. Et voilà, c'est tout. On va vous dire au revoir.
Et la question de Bruce, question bête, ça démarre toujours à la même heure le vendredi midi. Mais toujours pas de notification de la part de YouTube dans le live quand il commence. Alors, il y a deux choses. La première, c'est que des fois, on avance, en l'occurrence là, mais très souvent, on recule un épisode parce que il y a les conflits, il n'y a pas assez de morceaux de cascodeur pour faire un épisode, et du coup, ça arrive que ça soit pas vraiment régulièrement tous les deuxièmes vendredis du mois. Par contre, effectivement, dans notre calendrier, c'est les vendredis de 12h30 à 14h. Là, on est un peu en retard. Et je vous dis 12h35 parce qu'on est toujours là à rebooter Internet, à faire tomber le système en marche, réchauffer la mémoire musculaire pour pouvoir faire les transitions et les choses comme ça. Voilà, donc normalement, c'est toujours 12h35, c'est toujours un vendredi, mais c'est pas tous les vendredis. Voilà, mais en théorie, c'est le deuxième du mois, mais bon, c'est de la théorie. Sauf si on a une idée géniale, c'est super, on fait cette interview un peu off, en dehors des cycles, et on se lance et hop, on le fait, ce qui est arrivé pour Diataxis. Ça serait bien qu'on en fasse plus. Après, on est un peu limité. Si vous avez des idées et des personnes qui veulent faire des interviews, dites-le nous aussi. Voilà, ça peut nous aider. Mais bon, c'est vrai qu'il faut qu'on trouve aussi nous le temps de notre côté. Donc, c'est pas toujours simple. Il faut les préparer un peu les interviews. Oui, ça se prépare, ça se fait pas. En fait, on n'a pas envie de faire comme les journalistes en fait qui ont des questions un peu génériques et puis ils écoutent pas vraiment la réponse et ils reposent leurs mêmes questions et du coup tu sens que c'est pas très corrélé quoi. Voilà. Donc, c'est ça. Ça demande un petit peu d'exploration. Voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir été là. Et merci à nos semi-fidèles là, de nous suivre en live. Ah oui, et la raison pour laquelle tu n'as pas de notification live, c'est que on pourrait le faire. C'est-à-dire que le système qu'on utilise, qui s'appelle riverside.fm, il nous permet de dire va en live et hop, ça active le live. Mais c'est pas un live dit schedulé. Pour faire un live schedulé, ils n'ont pas l'intégration super bien. Peut-être qu'il n'y a pas d'API dans YouTube, ce qui fait que il faut qu'on schedule le live sur YouTube et qu'on crée une connexion, je sais plus comment ils appellent ça, une connexion XM, je sais pas quoi. Ouais. Et du coup, on perd un certain nombre de choses, notamment d'avoir vos commentaires en live dans l'API là et de pouvoir pousser les commentaires dans la vidéo. Donc l'un dans l'autre, on préfère. Enfin, pour l'un dans l'autre, je préfère ça. En attendant, Riverside, ils mettent à jour quand même assez régulièrement. J'espère qu'un jour ils auront cette intégration avec YouTube en planifié, ça serait vraiment top. Pour l'instant, non. Donc voilà. Croisez les doigts. Voilà. En tout cas, merci à vous. Et puis, à la prochaine. On vous souhaite de bonnes vacances ou vacances à vos enfants. Voilà, s'ils y vont. Et puis, revenez avec aucun membre cassé si vous faites du ski. Et voilà. C'est ça. Faites attention à vous. À bientôt. Allez, ciao. Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastem.com, podcasthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.